J'adore l'état de créativité en temps de crise. Et je le déteste. Je le déteste pour les cauchemars. Les images d'un film pas encore tourné qui s'en mêlent comme une toile d'araignée. Je l'adore pour l'opportunité qu'il me donne pour atteindre le fond et pour en émerger comme une personne complètement différente, capable de créer, même si en ce moment, je vais vers le fond. L'événement le plus important dans la vie de tout cinéaste m'attend enfin, l'occasion tant attendue de tourner un film sérieux. On a l'actrice pour le rôle principal, on a une idée et une histoire, un film de guerre. On a même ce qui manque toujours, l'argent. Mais il manque le plus important. Je ne sais pas comment raconter cette histoire, de sorte qu'elle transforme l'âme du spectateur, lui fasse ressentir au plus profond la douleur que la guerre inflige à une personne. Comme je l'ai vécu moi-même, mais pas dans une salle de cinéma. J'ai fait la guerre pour de vrai. Les cascadeurs montent sur des chevaux d'acier dans le ciel. Rugissement des moteurs, mer de feu, des foules de gens. Le spectacle de motards fait partie de ma vie quotidienne. Je regarde les gens et je comprends qu'une personne qui n'a pas fait la guerre ne peut s'imaginer ce que c'est. Deux mondes parallèles, mais parfois ils se croisent. Et bien sûr, il est mieux que cela se passe dans une salle de cinéma, dans mon film. J'ai commencé à préparer mon film lors d'un spectacle de motards. Les représentations thématiques fournissent une excellente matière à réflexion. C'est le début de la guerre, lors d'une chaude soirée. Le 21 juin 1941, les héroïnes de mon futur film, comme les spectateurs d'aujourd'hui, profitaient simplement de la vie. Les uns dansaient au bal de promo, les autres couraient à leur rendez-vous, alors que la plus jeune, qui n'avait que 13 ans, était à la maison et rêvait des vacances d'été. Et puis, à 4 heures du matin, à la place de l'aurore, une obscurité glaciale est tombée sur ma patrie. Tout aussi soudainement, la guerre est arrivée dans ma vie pendant les vacances à la mer. Rentrant dans l'eau calme de la plage, je pouvais en sortir que dans une tempête qui faisait rage. La guerre dans laquelle je me suis retrouvé était locale. Et bien sûr, elle est incomparable à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour quelqu'un qui regarde la mort en face, l'ampleur de la guerre n'a pas d'importance. J'avais 20 ans à cette époque. La guerre me semblait comme une aventure romantique où je pouvais montrer le courage et la force de ma jeunesse. Mais c'était complètement différent. Viser le cœur d'un autre homme n'avait rien du tout de romantique. Le battement de ton propre cœur le confirmant lui-même. Le mal surgit soudainement, émergeant secrètement des ténèbres, instillant la panique et la terreur.
Le mal voulait transformer les filles, qui sont devenues les héroïnes de mon film, en esclaves obéissants. Elles n'ont pas pu échapper à la guerre, mais elles avaient le choix entre se soumettre aux circonstances ou aller à leur rencontre. Elles n'imaginaient pas leur destin, qu'elles deviendraient les alliés des partisans, qu'elles subiraient la torture de la Gestapo, qu'elles passeraient tôt ou tard par les camps de concentration. De plus, après s'être échappées du camp de concentration d'Hérouville, les filles ne voulaient pas se dissoudre parmi les habitants. Elles voulaient se battre, mais les partisans ont refusé de les prendre dans leur rang en disant « Chez nous, les femmes ne font pas la guerre. » « Eh bien, chez nous, elles se battent, » ont répondu les filles. Elles ont même organisé leur propre détachement partisan entièrement composé de femmes et l'ont appelé Rodina, la patrie. Mais au début, il y avait Hérouville. Elles ont été transportées ici par wagons de transport de bétail, pleins à craquer, sans nourriture, sans eau. Les prisonniers travaillaient jours et nuits dans les mines de charbon. Le travail éreintant, les rations minimales, l'absence totale de soins médicaux ont rapidement détruit les personnes fortes et en bonne santé, les poussant à l'épuisement et à la misère. Dans ces mêmes mines se trouvaient les ateliers de production de missiles FAO. Les prisonniers juifs du camp de la mort voisin, qui avaient une formation technique, y travaillaient. Ils ont été traités encore plus brutalement. Par exemple, l'un des travailleurs a été battu à mort par les SS, juste pour avoir caché un petit sac de sel. Le four du crématorium qui leur était destiné avait son propre plan infernal. La fumée de sa cheminée soufflait 24 heures sur 24. Hérouville est une page de guerre peu connue. Et combien y en a-t-il encore? J'ai appris cette histoire en France lors du tournage d'un épisode de mon film, Le Patriote. Les héros de ce film sont devenus toutes les personnes engagées à sauvegarder la mémoire de l'exploit du peuple soviétique. Pendant le tournage de ce film, j'ai vécu une histoire mystique. J'ai été blessé par une baïonnette fasciste près de Rjev. Cela semble ridicule, mais c'est la vérité. L'écho de la guerre m'a soudainement jeté à terre. Le mal de cette guerre a encore soif de sang. Éparpillés sur les champs de bataille, les restes de soldats étaient enterrés avec les honneurs militaires. Là aussi, il y a quelque chose de mystique. Nous enterrons des soldats morts il y a plus de 75 ans et nous les pleurons comme s'ils étaient morts hier. En travaillant sur Le Patriote, je ne réalisais pas à quel point cela aurait des conséquences sérieuses pour moi et pour certains spectateurs. La réalisation de sa valeur, de manière inattendue pour moi, est venue à travers l'histoire d'une fille qui, jouant dans un spectacle de nuit, allait souvent en tournée à Volgograd, alors qu'elle ne savait même pas que Volgograd était ce même héroïque Stalingrad. Puis après avoir regardé mon film, elle a d'abord décidé d'aller à Mamaev Kourgan.
le mémorial lui a fait une impression si forte et si profonde qu'elle a décidé de changer radicalement sa vie, mettant ainsi un terme à sa carrière d'actrice de nuit. Plus tard, elle est devenue mère et styliste de mode très populaire. Quand un film aide à changer au mieux la vie d'une personne, c'est bien cela, la valeur principale de ton travail. C'est ce qui donne l'énergie qui soulève du fond même l'état de créativité en temps de crise la plus profonde et qui vous fait aller plus loin. Mais il y a encore une autre source de renouvellement de mon énergie créative. Le club des motards. Les loups de nuit. C'est le premier et le plus célèbre club de moto de notre pays. Il est également le plus insolite. La Russie, là aussi, suit son propre chemin. Partout dans le monde, les motards sont des anarchistes et des voyous. Ils perçoivent la loi et l'ordre comme une forme d'esclavage sous l'égide de l'État. Mais pour eux, la liberté s'exprime par la violation des normes acceptées par la majorité. Nos loups de nuit comprennent la liberté d'une manière complètement différente. Pour eux, elle est plus proche de la mentalité cosaque. L'État n'est pas leur ennemi. La fraternité cosaque à moto réunit de plus en plus de personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier. Dans un club de motards, vous pouvez souvent entendre les discussions en différentes langues. Aujourd'hui, se sont rencontrés ici Bulgares, Baltes, Philippins, Polonais, Italiens, Serbes et Allemands. Les cavaliers sur leurs chevaux de fer, venant de différents pays, parviennent facilement à trouver un chemin d'entente et à nouer une amitié sincère. En regardant les Allemands, je comprends à quel point nous sommes semblables et proches les uns des autres. Nous sommes comme des frères, et pas du tout comme lorsque les forces diaboliques nous poussèrent une fois à remplacer l'amour fraternel par une haine inhumaine. Et ce n'est pas seulement mon avis, les Allemands aussi se comportent envers nous de la même manière. Voici l'histoire très intéressante d'une motarde qui portait un très beau nom, Diana. On disait d'elle que c'était une vraie Allemande, mais avec une âme russe. Diana était partie en Russie comme dans un projet dangereux. Elle ne savait pas du tout qu'elle tomberait amoureuse de notre pays au premier regard, et même qu'elle prendrait l'orthodoxie. Comme une vraie Allemande, elle voulait tout voir de ses propres yeux. Elle n'avait même pas peur de visiter la Crimée. Comme une vraie Russe, elle voulait partager son amour pour la Russie avec le monde entier. Mais le voyage de retour s'est avéré être dangereux pour elle. Sur l'autoroute en Pologne, elle est décédée sous les roues d'un camion. L'événement annuel, les routes de la victoire, est un excellent exemple de la fraternité internationale des motards. Comme le Régiment Immortel, c'est une initiative citoyenne qui est devenue une belle tradition. Le jour de la victoire se réunissent dans une colonne de motos tous ceux qui veulent se faire des amis, et non le contraire. Ils suivent le chemin que notre armée libératrice a parcouru, nettoyant le monde de la peste sombre du fascisme. De Moscou, la colonne part pour Brest, vers la frontière de laquelle le mal a envahi notre pays. Et plus loin encore, à travers l'Europe, dans les pays libérés par les unités de l'armée rouge. Pendant la libération de l'Europe, au cours des derniers mois de la guerre,
1,5 million de soldats soviétiques sont morts. Dans chaque ville européenne, il y a un cimetière de soldats libérateurs. Pourquoi les gens ne volent pas? Ainsi, il n'y aurait pas de frontières. La barrière frontalière a soudainement interrompu mon vol créatif. À cause de la mauvaise volonté de quelqu'un, les frontières de l'Union européenne me sont désormais fermées. Pour le film Le Patriote, j'ai été nommé
extrémiste international. Apparemment, les forces obscures considèrent le cinéma comme de la dynamite. Le tournage du film sur le détachement Rodina était devenu impossible en France. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. La résistance est devenue mon activité préférée. J'ai dû chercher un aérodrome de secours. Le pouvoir magique du cinéma. La résistance française va désormais se battre en Crimée. La Crimée est un endroit idéal pour les cinéastes. Une personne bien informée vous montrera facilement où ont été filmés les magnifiques canyons des États-Unis, les majestueuses Alpes, l'incomparable brouillard de Londres venant de l'Atlantique, jusqu'à l'île inhabitée de Robinson Crusoe. Nous avons tout sur place, et pas de barrières ni de frontières. L'idée créatrice du réalisateur peut voler librement, établissant des ponts cinématographiques avec le monde entier. Maquis étaient ainsi nommés les partisans français. Et malgré tout, les maquis, ce qui veut dire coquelicot en russe, ne sont pas des fleurs délicates, mais une force formidable. Les forêts dansent sur les pentes de montagne. C'est ainsi que ce mot est traduit du français. Il y a beaucoup d'endroits comme cela en Crimée. La ville héroïne de Kertch nous a ouvert ses catacombes. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux terribles galeries souterraines des mines françaises. Pendant la guerre, des événements tout aussi tragiques se sont déroulés ici. Dans ces carrières, les combattants de l'armée rouge qui n'ont pas eu le temps de se retirer sur le continent ont maintenu leur défense pendant 1 an et demi. Leurs attaques de guérilla infligeaient régulièrement des dégâts aux envahisseurs. Les catacombes de Kertch gardent toujours la mémoire de la guerre et m'aident à plonger mon équipe de cinéma dans la réalité de la vie partisane. Le peuple russe ne sera jamais heureux s'il apprend que l'injustice se produit quelque part. Tels sont les mots du général Charles de Gaulle qui commandait la résistance. Il savait mieux que les autres que parmi les héros de la résistance française, il y avait les Russes, les émigrés et les prisonniers de guerre soviétiques qui ont fui les camps de concentration. Même le nom du mouvement a été donné par Anatoly Levitsky et Boris Vildé, qui étaient originaires de Russie. Et l'hymne des partisans français a été écrit par Anna Smirnova-Marly. En apprenant qu'il m'était maintenant interdit d'entrer en Europe, les descendants des vétérans français ont décidé eux-mêmes de venir me voir à Moscou. Le fait que les Français aient soutenu ma résistance au cinéma est encourageant. L'esprit de combat et de fraternité de nos peuples est toujours présent. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу.
Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Les tourments créatifs sont tels qu'ils ne relâchent jamais et nulle part. Parfois, les images apparaissent dans les endroits les plus inattendus. Voilà un exemple. La guitare dans les mains de l'actrice du spectacle de nuit devient à nos yeux une carabine dans les mains de l'héroïne du film. Il ne reste plus qu'à choisir et à fournir à l'artiste le costume approprié, et l'image de la partisane est prête. Mais cela n'est que la forme, et il me reste encore à transmettre le sens profond du sujet à l'actrice. Mais que faut-il faire pour qu'elle puisse le sentir ? Et une bonne idée m'est venue à l'esprit. J'ai décidé d'emmener l'actrice à l'atelier du sculpteur Vladimir Surovtsev. C'est avec lui que nous avons travaillé sur l'idée de créer un monument du détachement Rodina. Moi, je fais le film et lui fait la sculpture qui deviendra la base du mémorial de la gloire militaire dans la ville de Thiel. C'était une expérience inhabituelle pour l'actrice. Elle a réussi à sentir du bout des doigts le rôle qui l'attendait. Il y a bien là aussi quelque chose de mystique. En bronze sont coulées les armes qui causent le mal, ainsi que les monuments qui nous empêchent d'oublier ce mal. Le bronze ne rouille pas, le temps le recouvre d'une noble patine qui ne fait qu'augmenter sa valeur. Si nous récupérions tout le bronze des champs de bataille, combien de monuments
pourrions-nous faire encore ? L'ambassadeur de Russie en France, M. Alexandre Orlov, est satisfait. Ceci dit, c'est par lui que j'ai appris l'histoire du détachement de femmes partisanes, Rodina. Alexandre Konstantinovitch m'a conseillé de ne surtout pas rater l'occasion et d'être le premier à faire un film sur ce sujet. Il ne savait pas qu'il allait devenir l'inspiration de la création, non seulement du film, mais aussi de la sculpture. Désormais, l'ambassadeur ne reviendra pas en France les mains vides. Contrairement à moi, le monument obtiendra sûrement un visa. La sculpture est prête. Je suis prêt, moi aussi. Grâce à tous ces événements qui n'ont vraisemblablement rien à voir avec le cinéma, grâce au soutien de gens divers, j'ai senti que je n'étais pas seul. J'ai senti la force de me sortir de cette toile de tourment créatif, d'en émerger du fond et de créer. J'étais sur la bonne voie. Les premiers essais de tournage tant attendus. L'équipe prépare le set pour le tournage avec une joie excitante, familière à chaque cinéaste, anticipant le plaisir du miracle du cinéma qui se produira sous leurs yeux et avec leur participation. Chacun est occupé par son travail. Et moi, je les regarde et je me surprends à penser que je suis prêt à les sacrifier tous pour atteindre cette hauteur vers laquelle j'aspire depuis si longtemps. On dirait même que du vrai sang va couler maintenant. Et ça me plaît. Je me sens comme une personne terrible. Et personne de l'équipe de tournage ne sait encore ce qui l'attend. Pourquoi la nuit, le feu, les lumières des projecteurs ? Le plus difficile est réservé à l'actrice. Elle devra porter l'énorme poids de l'état névrotique de l'être humain en guerre. En attendant, le maquillage. L'acteur est comme un instrument de musique. Comment tu l'accordes, le film jouera de la même manière. Là est le principal secret du métier de réalisateur. J'emmène discrètement l'actrice dans une toile, prenant le contrôle de sa conscience. L'actrice porte de vrais vêtements de l'époque. Elle a devant elle une vraie carabine. Pour obtenir un meilleur effet, on utilise les photos de vrais prisonniers de camps de concentration et des partisans du détachement Rodina. Très souvent avec elle, je partage mes propres expériences. On voit que l'actrice est touchée à vif, mais je n'arrive pas à la mettre dans cet état de désespoir que je connais si bien. Et plus j'explique, et pire c'est. C'est clair qu'il manque quelque chose. Je propose alors à l'actrice qu'elle voit tout de ses propres yeux. J'ai gagné. J'ai réussi à plonger l'actrice dans un état d'homme en guerre. Ce que je voulais tellement transmettre aux spectateurs. Soudainement, je réalise que j'incarne le mal et que je suis devenu l'araignée au centre de la toile. L'actrice est ma première victime. Et après, dans cette même toile vont tomber les spectateurs
Et moi, je les intoxiquerai tous avec le poison de la guerre qui vit en moi. Qu'est-ce que je veux à la fin? Blesser les âmes avec mon film ou les guérir? Dire comment c'est terrible de regarder la mort dans les yeux, ou bien comment rester humain même en temps de guerre. J'étais sûr que mon expérience de vie serait un avantage pour travailler sur ce sujet. Pourtant, il s'est avéré le contraire. Pourquoi est-ce arrivé? À quel moment mes monstres intérieurs sont-ils devenus plus forts que moi? Après m'être débarrassé de toutes ces ordures, je me suis souvenu de la chose la plus importante. De quoi rêve un homme pendant la guerre? De la paix. Voilà sur quel sujet faire mon film. Seul celui qui rêve de paix est capable de rester humain en guerre. Après tout, Dieu n'est pas dans la force, mais dans la vérité. Sentant la vérité comme leur allié, les jeunes femmes qui avaient formé dans un pays étranger le détachement Rodina ont réussi à survivre à l'enfer du camp de concentration, à repousser l'ennemi bestial. Ainsi notre pays a vaincu le diable destructeur fasciste. Au nom de cette vérité, des monuments sont érigés et des films sont tournés. Cette vérité a initié de grands mouvements populaires comme les Routes de la Victoire et le Régiment Immortel. Mais elle m'a aussi aidé à distinguer le bien du mal et à vaincre à temps les démons qui m'avaient envahi. Une puissante soif de la vérité est ce qui nous empêche d'être heureux, sachant qu'il y a toujours une injustice qui se crée quelque part sur terre. C'est pour une vie juste que la jeune Allemande Diana a aimé la Russie. La force de notre peuple se base sur cette vérité. Et maintenant, je sais exactement comment en parler. Я дорога, идите по мне, кто в родной потерялся в стране, кто прийти к своей цели не смог, перепробовав много дорог. Кто устал по асфальту петлять, вы хотите грунтовку топтать, забивайте в меня каблуки, и шаги ваши будут легки. К русской правде дорога домой, по прямой, по прямой, по прямой. К русской правде дорога домой, по прямой, по прямой, по прямой. Я дорога, и замысел мой пролегать и вести по прямой. Не жалейте, что вся я в пыли, это пыль от родимой земли. Путь на родину тем и хорош, что он весь в поцелуях под дождь. Он вовеки завещен живым и всегда остается прямым. К русской правде дорога домой, по прямой, по прямой, по прямой. К русской правде дорога домой, по прямой, по прямой, по прямой. Так короче, но так и трудней, так мучительней, но и видней. Ров не ров и стена не стена.
К русской правде дорога.